Bienvenue dans un voyage au cœur de l'Égypte ancienne, où les pierres millénaires murmurent leurs secrets. La grande pyramide de Gizeh fascine depuis plus de 45 siècles. Comment cette structure monumentale a-t-elle été érigée? Qu'elle soit restée la plus haute construction humaine pendant près de 4 millénaires relève de l'incroyable. L'ingénierie nécessaire pour hisser ces blocs massifs captive l'humanité depuis toujours. Tant et si bien qu'il existe plus de théories sur sa construction qu'il n'est possible d'en suivre. Cette quête de compréhension remonte à Hérodote, l'historien grec du XXe siècle avant J.C., dont le récit reste le plus ancien témoignage écrit sur une méthode de construction. Hérodote affirmait que la pyramide fut d'abord achevée sous forme d'une structure à degrés, à l'image des premières grandes pyramides de Saqqara et Meidum. Ensuite, des machines en bois placées à chaque niveau auraient permis de soulever les blocs finaux grâce à l'avantage mécanique du levier. Il affirmait également que le revêtement final lisse de la pyramide fut appliqué en commençant par le sommet et en descendant vers la base. Les historiens modernes supposent qu'Hérodote tenait ces informations de guides égyptiens locaux qui avaient embelli ou inventé une grande partie de ce qui lui avait été communiqué. Après tout, il vivait 2000 ans après la construction de la pyramide et ne pouvait que spéculer. Certaines informations contenues dans le récit d'Hérodote ont d'ailleurs été réfutées. Il est possible que certains éléments de son explication soient factuels, mais il est impossible de déterminer lesquels. L'archéologie moderne n'a fourni que très peu d'indices sur les techniques de construction des grandes pyramides, et l'écart entre ce qui est connu et ce qui est possible est frustrant. La seule technique de construction qui fait l'unanimité est l'utilisation de rampes pour hisser les blocs. Il existe quelques exemples isolés de rampes de construction égyptiennes, antiques, qui n'ont jamais été démantelées, mais leur taille, leur pente, leur nombre et leur tracé sur la grande pyramide font l'objet de vives controverses et il n'existe aucun consensus à ce sujet en égyptologie. Une méthode de construction innovante a été proposée par l'architecte français Jean-Pierre Houdin. Au début des années 2000, Houdin a développé un modèle de construction complet pour la grande pyramide utilisant une rampe interne, suite à une suggestion de son père Henry, ingénieur civil à la retraite. Ces travaux ont abouti vers 2008 lorsque Houdin a coécrit un livre avec l'égyptologue Bob Brier, présentant l'idée d'une rampe interne au grand public. Un documentaire intitulé Khéops révélé a également été réalisé sur cette collaboration. Récemment, le 25 octobre 2022, Houdin a publié une mise à jour de sa théorie sur la construction de la Grande Pyramide dans un document de 154 pages. Ce nouveau document intègre des données et des analyses de la mission Scan Pyramide, qui a annoncé en 2017 la découverte de plusieurs espaces vides cachés à l'intérieur de la Grande Pyramide. Ces espaces comprennent un vide en forme de couloir au-dessus de l'entrée nord, une cavité énorme connue sous le nom de Grand Vide au-dessus de la Grande Galerie, et un petit vide en hauteur dans le coin nord-est. Il est donc opportun d'examiner de plus près les idées de Houdin. Mais l'histoire de Jean-Pierre Houdin est bien plus qu'une nouvelle approche pour une rampe permettant de hisser les blocs. C'est une histoire qui aborde tous les problèmes de l'égyptologie en matière de gardiennage et la question fondamentale de savoir qui peut raconter l'histoire des pyramides. Voici un résumé extrêmement concis des principales idées de Houdin. La grande pyramide aurait pu être construite à l'aide d'une rampe interne en spirale, combinée à une rampe droite externe sur le côté sud. La rampe externe n'aurait atteint qu'un tiers de la pyramide et aurait été utilisée pour transporter les poutres de granit et de calcaire les plus lourdes qui constituent les plafonds de la chambre haute. La grande galerie opposée à la rampe externe pourrait avoir utilisé sa taille et sa pente pour maintenir des contrepoids sur un traîneau. Le traîneau lesté aurait utilisé des cordes pour relier les plus gros blocs et faciliter leur hissage. Une fois la chambre du roi achevée, la rampe interne aurait facilité la construction des 2/3 supérieurs de la pyramide, sans nécessiter une rampe externe excessivement grande. Ces deux concepts, une rampe interne en spirale et le contrepoids de la grande galerie opposée à une rampe externe, sont les idées les plus importantes de Houdin. Le modèle de construction de Houdin, riche en détails, se concentre sur deux éléments clés, une rampe interne et des contrepoids. Ces concepts ingénieux résolvent des défis majeurs rencontrés lors de la construction de la Grande Pyramide. La rampe interne élimine le besoin d'une rampe externe gigantesque, tout en permettant un contrôle constant de la géométrie de la pyramide. La rampe externe droite
associé au contrepoids situé face à la Grande Galerie, permet d'élever les blocs les plus imposants sans changement de direction ni recours à 600 ouvriers par bloc. La structure de rampe interne est clairement visible dans le temple solaire de Nusere, datant de la VE dynastie. De plus, des marques de frottement et de coloration observées le long des parois inférieures de la Grande Galerie témoignent d'une force répétée considérable. Malgré la pertinence de ces idées, la communauté égyptologique a largement ignoré les théories de Houdan. Seul Bob Brier, un égyptologue spécialiste des momies, a daigné considérer son travail et l'a aidé à obtenir l'accès nécessaire pour approfondir ses recherches. Brier a ainsi pu grimper la Grande Pyramide et documenter l'encoche et la cavité adjacente située dans l'angle nord-est, correspondant à l'emplacement où Houdan situe un virage de la rampe interne. Cependant, Houdan s'est ensuite vu refuser l'autorisation d'effectuer des inspections thermiques à l'intérieur de la cavité. L'éclosion du printemps arabe en 2011 a entravé ses recherches. Malgré ces obstacles, ses idées ont suscité l'intérêt de scientifiques qui l'ont contacté pour explorer de nouvelles méthodes d'investigation. La myographie s'est avérée particulièrement prometteuse, permettant de détecter les espaces internes en mesurant l'absorption des muons par la pierre. La collaboration entre Houdan, des physiciens et des ingénieurs du monde entier a abouti à la création du Heritage, Innovation and Preservation Institute en 2015. Cet institut a lancé la mission Scan Pyramids, une expédition scientifique visant à analyser la structure interne des pyramides grâce à des techniques non invasives. Cependant, le ministère égyptien des Antiquités exerce un contrôle strict sur les autorisations de recherche. Houdan souligne que la mission Scan Pyramids a été autorisée à condition de faire preuve d'agnosticisme et de mettre les données découvertes à la disposition de tous les chercheurs. Privé de participer à la mission Scan Pyramids, en raison de son travail sur la pyramide de Khéops, Jean-Pierre Houdan ne verra pas son nom figurer dans les publications officielles. L'opportunité de percer les mystères des pyramides primait sur toute reconnaissance personnelle. Un comité scientifique, dirigé par l'ancien ministre Zahi Hawass, fut désigné pour superviser les travaux de Scan Pyramid. Malgré les découvertes majeures de la mission en 2016, notamment une cavité dissimulée dans l'angle nord-est et un espace derrière les chevrons au-dessus de l'entrée, Hawass exprima des réserves basées sur ses opinions personnelles concernant Houdan. La mission Scan Pyramids allait révéler l'existence d'un vide colossal au-dessus de la Grande Galerie, comparable à cette dernière en taille et en orientation. Présenté au comité d'Hawass le 13 septembre 2017, ces résultats furent accueillis par des directives strictes. Interdiction de toute divulgation médiatique à ce stade. Publication des résultats dans une revue scientifique à comité de lecture avant toute annonce publique et suspension des travaux de Scan Pyramids tant que ces conditions ne seraient pas remplies. Malgré la difficulté de garder un tel secret et les délais habituels de publication scientifique, la revue Nature accepta d'accélérer le processus. Le 2 novembre 2017, l'annonce de la découverte du Grand Vide captiva le monde entier, marquant un tournant majeur pour l'Égypte et ses pyramides. Il s'agissait de la découverte la plus importante depuis l'exploration des chambres de décharge par Howard Weiss en 1837. Cependant, au-delà de l'enthousiasme général, certains égyptologues, tels David Lightbody, exprimèrent leur tristesse face à cette découverte. Quelques jours après l'annonce, Lightbody confia sa déception face aux controverses et aux tensions que pouvait engendrer l'égyptologie. Les temps ont parfois été sombres ces derniers temps, mais l'espoir renaît souvent après les plus grandes épreuves. C'est dans ce contexte que l'on peut aborder la théorie de Houdan sur la construction de la pyramide de Khéops, une théorie qui suscite autant d'intérêt que de controverses. Il est important de souligner que certains critiques influents ont parfois recours à des arguments pseudo-scientifiques pour masquer leurs propres intérêts personnels. Malheureusement, cette pratique n'est pas rare en égyptologie et elle donne aux personnes mal intentionnées une excuse pour rejeter les recherches archéologiques scientifiques qui sont essentielles à la compréhension des pyramides. Revenons à la découverte du Grand Vide, une pièce maîtresse qui vient étayer la nouvelle version de la théorie de Houdan. Selon lui, la Grande Galerie servait de rampe de construction. Bien que cette idée soit séduisante, la disposition initiale ne semblait pas optimale, car la plupart des blocs les plus imposants se trouvent au-dessus de la chambre du roi, ce qui rendait la Grande Galerie moins efficace pour les hisser à cette hauteur.
L'existence du grand vide pourrait résoudre ce problème. Si ce vide s'avère être un espace incliné similaire à la Grande Galerie, il pourrait avoir été utilisé pour tirer ces pierres monumentales vers les niveaux supérieurs. Avant même cette découverte, certains, comme Hawass, commençaient à reconnaître la valeur de la théorie de Houdan. Il est frappant de constater que le livre de 2017, Gizeh et les pyramides, ne mentionne pas la fameuse Grande Marche au sommet de la Grande Galerie. On pourrait s'attendre à ce qu'une pierre située au centre de l'axe nord-sud de la pyramide mérite au moins une mention dans un ouvrage de référence sur Gizeh. Pourtant, cette grande marche est au cœur du livre de 564 pages de l'égyptologue John Romer, intitulé « La Grande Pyramide », publié en 2007. Romer l'a décrit comme la refondation de la pyramide, le point central à partir duquel tout se construit. L'omission de Zahi Hawass pourrait être intentionnelle, et Jean-Pierre Houdan pourrait en être la raison. Si Houdan a raison et que la Grande Marche n'est pas une marche, mais une tranchée telle qu'elle apparaissait il y a plus de 100 ans, alors le département des antiquités égyptiennes aurait gravement endommagé la Grande Pyramide en effectuant une restauration inexacte. Une tranchée faciliterait davantage le passage des cordes qu'une marche qui provoquerait une friction excessive. Il est probable que la tradition arabe consistant à appeler cette pierre la Grande Marche ait conduit le département des antiquités à supposer qu'il s'agissait d'une marche et que la partie supérieure était manquante à cause des dégâts. Le fait que Zahi Hawass, ancien directeur du ministère des Antiquités, ait supervisé des travaux de restauration, y compris dans les années 1990, lui donne une raison de rejeter les idées de Houdan, car elles impliquent le ministère dans la destruction d'un élément historique essentiel. Au lieu de reconnaître ce conflit d'intérêts et de se retirer, Zahi Hawass a revendiqué son autorité sur le processus scientifique. Il n'est donc pas surprenant que l'égyptologie institutionnelle n'ait pas pris les théories de Houdan au sérieux. Après avoir lu la nouvelle version de la théorie de Houdan, je dois avouer avoir été un peu déçu. La plus grande force et la plus grande faiblesse de son approche résident dans le fait qu'il propose une méthode de construction optimale qui réduit le besoin de main-d'œuvre. Or, les anciens Égyptiens disposaient d'une abondance de main-d'œuvre conscrite. Il me semble peu probable que les constructeurs aient compliqué la conception de la pyramide dans le seul but de réduire la main-d'œuvre nécessaire. Dans son dernier modèle, Houdan ajoute des contrepoids verticaux, comme ceux que l'on trouve dans un ascenseur moderne, pour renforcer la force de traction des mécanismes de la Grande Galerie. Je trouve cette solution peu probable et je ne connais aucune preuve archéologique pour la corroborer. Le grand vide agissant comme une seconde Grande Galerie, avec l'aide de la force humaine, serait probablement suffisant pour accomplir le travail. Houdan tente de prendre en compte toutes les données de la pyramide scannée qui ne sont pas encore suffisantes pour modéliser les structures cachées. Il écrit qu'en 2017, il a subi une crise cardiaque. Il se peut que, compte tenu de la lenteur de l'égyptologie, il pense que ce pourraient être les dernières nouvelles données avec lesquelles il a l'occasion de travailler. Par conséquent, il pourrait pousser sa théorie aussi loin qu'il le peut maintenant, au lieu d'attendre plus d'informations. Un aspect du modèle de construction de Houdan qui m'a toujours intrigué est l'aire de stockage des plus gros blocs à 43 mètres de hauteur sur le côté sud de la pyramide. Dans sa dernière version, cette aire de stockage est toujours utilisée, mais elle doit être surélevée en plusieurs étapes, jusqu'à environ 58 mètres de hauteur afin d'utiliser le grand vide comme espace de contrepoids. Les dommages inhabituels sur le côté sud de la pyramide témoignent du fait que cette partie de la pyramide a été construite selon une méthode moins durable. L'idée d'un remblaiement de la zone de préparation suscite des interrogations. Certains détails de la théorie de Houdan me semblent peu logiques, notamment l'affirmation que chaque pierre de parement était parfaitement polie avant d'être installée. De nombreux exemples de pierres de parement en granit et en calcaire ont été posés avec la face extérieure brute. Houdan souligne que le calcaire de Toura est tendre lors de l'extraction, puis durcit rapidement. Cependant, bien qu'il soit plus facile de tailler la pierre à la carrière, le transport de pierres aux arêtes vives risquerait de provoquer des cassures. Cela pourrait s'avérer plus coûteux à long terme. Les innombrables pierres de parement réparées à la pyramide rhomboïdale prouvent la fréquence de tels dommages. Les petits conduits émanant des chambres du roi et de la reine constituent un autre aspect de la théorie de Houdan qui me paraît erroné. Il prétend que ces conduits étaient utilisés pour amplifier le son
et permettre aux ouvriers de coordonner les contrepoids. Or, les conduits de la chambre de la reine n'étaient pas ouverts à leur extrémité inférieure à l'origine. L'idée de Houdan selon laquelle les blocs les entourant étaient mobiles pour pouvoir être ouverts et fermés est assez absurde. En effet, si les conduits de la chambre du roi étaient de rester ouverts, il n'y a aucune raison valable pour que ceux de la chambre de la reine nécessitent une telle fonctionnalité d'ouverture et de fermeture. La théorie d'une rampe interne n'est pas développée dans le dernier article de Houdan, mais il annonce 2 articles supplémentaires qui l'aborderont probablement plus en détail. Après avoir lu cette dernière publication et y avoir réfléchi, je pense pouvoir améliorer le modèle de Houdan. Je ne suis toujours pas convaincu de l'idée d'une rampe interne. Mais voici le changement que j'apporterai. Une rampe en spirale n'a pas besoin de commencer au bas du côté sud de la pyramide. Il serait beaucoup plus efficace de commencer cette rampe dans la zone de préparation où se termine la rampe externe droite. De cette façon, il n'est pas nécessaire de traîner les blocs sur un demi-kilomètre supplémentaire pour atteindre la même altitude. Houdan commence sa rampe interne au bas de la pyramide car il essaie d'expliquer comment d'autres chambres et couloirs hypothétiques pourraient s'intégrer à celle-ci. Mais je ne crois pas que de telles structures existent, et je ne pense pas que les ouvriers avaient besoin d'une voie d'évacuation pour sceller les chambres au-delà de ce qui a déjà été découvert. Il est notable que les preuves physiques d'une structure de rampe en spirale, telles que les cavités nord-est, ne se trouvent qu'en hauteur sur le monument. Ces anomalies ne se trouvent pas dans le premier tiers de la pyramide. De plus, la maçonnerie où Houdan suppose que la rampe interne pourrait commencer ne présente aucun signe de conception inhabituelle. Enfin, l'idée de Houdan, selon laquelle la rampe externe aurait pu être recyclée pour fabriquer la maçonnerie de la partie supérieure de la pyramide, n'est pas aussi pratique qu'il y paraît. La construction de la grande pyramide a dû générer d'énormes quantités de petits éclats de calcaire. Ce sous-produit inutile aurait pu être utilisé pour la rampe externe, consolidée par des murs de soutènement plus solides à l'extérieur. En effet, c'est la conception que l'on retrouve pour les rampes dans les découvertes archéologiques. Ainsi, toute rampe en spirale, qu'elle soit interne ou externe, serait plus efficace en partant de l'endroit où la rampe droite s'est terminée. Mais quelle que soit la précision du modèle extrêmement détaillé de Houdan, nous lui sommes redevables pour l'effort monumental qu'il a déployé pour faire avancer l'étude de la Grande Pyramide. La découverte du Grand Vide de Scan Pyramids a commencé avec son désir de résoudre un mystère de la Grande Pyramide. Il a fallu une persévérance incroyable pour mener sa curiosité aussi loin. Une grande partie de l'égyptologie était opposée à ces recherches, et même aujourd'hui, cet accomplissement est négligé. Par exemple, en réponse au dernier article de Houdan, l'égyptologue Sarah Parcak a écrit « Le vide est un écho de bruit, un problème courant. Toute l'histoire de Scan Pyramids est un pur non-sens. » Houdan a sans doute perdu son temps, une affirmation empreinte de paresse et de fausseté. Comment a-t-il pu tolérer de telles attitudes pendant plus de 20 ans? L'écho-parasite ne saurait être un problème courant pour la myographie des pyramides, car le scan des pyramides est la toute première mission ayant permis d'identifier une anomalie. Les résultats du scan de la pyramide n'ont révélé aucun écho provenant des espaces internes de la pyramide rhomboïdale, utilisée comme témoin, ni des chambres de la Grande Pyramide. La myographie a été réalisée par 3 équipes indépendantes, utilisant différents angles de détection et différentes méthodes de scan. Toutes les équipes ont atteint un niveau de confiance de 5 sigma. De plus, un écho-parasite n'est pas ce que David Lightbody, dans sa faible remise en question de l'article sur le vide, prétend être à l'origine du signal du grand vide. Cependant, lorsqu'il s'agissait de ses propres recherches, Sarah Parcak déplorait le rejet des nouvelles technologies. La route a été semée d'embûches, car la technologie est si récente. Lorsqu'on présente des données concrètes ou des découvertes, certains restent sceptiques, voyant en cela une nouvelle technologie miraculeuse, prétendant tout résoudre. En 2011, Sarah Parcak affirma avoir localisé 17 pyramides cachées grâce à l'imagerie satellite. 11 ans plus tard, aucune de ces structures ne s'est avérée être une pyramide. Aussi audacieuse que soient certaines facettes de la théorie de Jean-Pierre Houdan, l'égyptologie institutionnelle avance parfois des affirmations encore plus surprenantes. Il reste beaucoup à faire pour percer les secrets de la construction de la Grande Pyramide et des autres grandes pyramides égyptiennes. Houdan nous offre un modèle idéal de leur possible édification, une approche riche d'enseignements. Elle a mené à la découverte d'un grand vide et à la conviction que des études plus approfondies
pourrait révéler encore davantage. La véritable leçon de l'histoire de Jean-Pierre Houdan et de la Grande Pyramide est que le travail n'est jamais achevé. Ce monument antique, réalisation sans précédent, mérite notre temps et notre attention. Ces mystères recèlent des solutions accessibles et seul l'acharnement de Jean-Pierre Houdan peut nous permettre de les dévoiler.